Oui, donc il nous a fallu au moins un truc comme 3,5 à 4 millions pour débuter le projet. Étant une équipe soudée, on a des partenaires qui peuvent le faire, qui peuvent monter une application qui facilite la gestion de notre ferme. Ah, je dis que c'est possible. Pourquoi pas? Si des gens ont des applications qui gèrent des supermarchés, des banques et consorts, pourquoi pas nous? Exactement. C'est là où l'idée vient donc de mettre sur pied l'application Ferravi T3F. C'est clair que déjà avec 6000 sujets, nous retrouvons déjà dans près de 30 millions. Ça, il faut être honnête. Parce que la couleur de nos œufs sont en fonction de la santé et de la qualité de l'aliment que nous avions de nos animaux. Salut les amis, je suis à l'ouest Cameroun. Je suis à quelques kilomètres de Tian, pas très loin de Tian, juste une localité à côté. Et aujourd'hui, on vous prépare un contenu super croustillant. On va parler d'un sujet très important, très sollicité et demandé dans la communauté, celui de l'élevage, de l'aviculture. On va parler de poulets pondeuses. Je suis ici dans une exploitation avicole et on va rencontrer ici des experts qui vont nous parler, n'est-ce pas, de ce business-là. On va parler de budget de lancement, on va parler de challenge, de difficultés, de moyens de gestion, on va parler de tout. Si vous ne connaissez rien du domaine de l'aviculture, sans crainte, cette vidéo c'est simplement une masterclass. Alors, je vous invite tout de suite à me suivre. Venez, c'est parti. Moi, c'est Fossi Josué, je suis responsable financier et directeur technique de l'entreprise Ferravi T3F qui fait principalement dans les poules pondeuses. Je suis diplômé d'une école d'agronomie, la plus grande école du Cameroun qui est la FASA. J'ai une maîtrise depuis 2017. Comme vous l'avez constaté, nous allons vous parler principalement de l'aviculture, qui est l'élevage des poules et plus particulièrement des poules pondeuses. Monsieur Fossi, oui, regardez comment il est mignon. Il est tout beau. Oui, la poule pondeuse est comme ça en réalité. Oui. Lorsque le matériel génétique est de choix, c'est comme ça qu'elle se présente généralement. Ok. Alors les amis, je vous ai dit, on est dans une exploitation qui compte à peu près 6000 sujets. Effectivement, 6000 sujets. Nous sommes dans l'ouest Cameroun. On a voyagé spécialement pour créer ce contenu. Ah oui. Nous sommes avec le partenaire Ferravi. Alors, je n'en dis pas plus. Je laisse Monsieur Fossi se présenter. Et globalement, il va nous parler des poulets pondeuses, qui est l'activité primaire qu'il opère aujourd'hui. Le projet a été lancé en 2020, en plein Covid-19. Le projet a connu beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, au fur et à mesure, il y a une certaine extension et une certaine croissance de l'activité. Et cette vidéo, c'est simplement une masterclass. C'est le genre de vidéo que vous ne devez surtout pas défiler. Vous devez regarder jusqu'au bout. Les conseils, les astuces, les stratégies, les challenges, mais beaucoup plus la storytelling qu'il va partager avec nous. Elle sera simplement croustillante. Je n'en dis pas plus, Monsieur Fossi. Dis-nous qui tu es, comment le projet a démarré. Les spectateurs sont mordants de savoir en réalité qu'est-ce qu'on a à leur présenter aujourd'hui. D'accord, Monsieur Ali, déjà bonjour et bon après-midi. C'est déjà un grand plaisir de vous recevoir chez nous à la ferme Ferravi T3F, qui est située principalement dans la région de l'Ouest, et à Tian et dans le quartier, dans le village Macon. Oui, donc Ferravi T3F, comme vous pouvez constater, est une entreprise qui fait principalement dans des poules pondeuses, c'est-à-dire la production des œufs de table. Oui, elle a été créée depuis, ça fait 4 ans, en 2020. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes déjà, comme vous l'avez dit au début, à 6000 sujets. Exactement. Oui. Sinon, disons que ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que certaines personnes y arrivent facilement. Mais nous avions commencé très peu. Comme tout bon investisseur. Nous avions commencé très peu parce qu'il fallait à notre niveau maîtriser la réalité du projet. Se rassurer si nous pouvions maîtriser les contours, les pourtours, les avantages et les inconvénients. Ça. Disons que les contraintes sont souvent le côté qui amène beaucoup d'investisseurs à abandonner le projet. Bon, c'est ça qu'il fallait que nous puissions maîtriser. Donc c'est comme ça que dès le début, nous avions, je peux dire heureusement, commencé avec 500 sujets. C'est vrai que 500 sujets est un nombre pas vraiment conseillé pour celui qui veut se lancer vraiment dans les pondeuses. Mais si vous disposez de votre bâtiment,
Oui. Si vous disposez de certains moyens qui vous sont propres, c'est facile pour vous de commencer avec 500. Mais si vous deviez en même temps louer le bâtiment, dépenser pour l'électricité, l'eau et consorts, il vous serait recommandé de commencer au moins à 20 000. Donc déjà, le projet n'a pas été facile. On a eu beaucoup de contraintes, surtout liées à la période Covid, parce que le projet démarre en plein Covid. C'est ça. Donc vous pouviez déjà imaginer les frontières qui sont bloquées, les produits qui ne peuvent pas sortir facilement. Là, on parle de produits alimentaires. De produits alimentaires. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir, on parle de combien exactement, de manière chiffrée, pour lancer l'activité. Ah, ok. En ce qui concerne l'activité, il nous arrive de manière banale d'évaluer à 4 500 francs pour un sujet. Oui. Donc, lorsque vous voulez évaluer combien vous allez lancer pour ce projet de pondeuse, on vous dit que c'est 4 500 fois le nombre de votre sujet. Ici, les 4 500 là représentent de l'achat du poussin jusqu'à 6 mois. Okay. De prise en charge. Okay. Donc les poussins se prennent du premier jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. Nous savions que dans les 6 mois, nous avons 1 mois de début de ponte. Okay. On estime que c'est 1 mois-là, en vendant ces premiers produits, les animaux peuvent s'auto-nourrir à partir du 7e mois. Okay. Ça veut dire que l'investisseur s'arrête généralement à 6 mois, sauf cas de force majeure. Okay. Oui, donc il nous a fallu au moins un truc comme 3,5 à 4 millions pour débuter le projet. Okay. Oui. Et là, c'est sans compter le fait que les bâtiments, parce que vous disposez déjà du bâtiment. Malheureusement, pas encore. Okay. Donc tout ça entre dans l'occasion. Est-ce que la bourse, les 4 millions 5 représente également l'investissement à l'intérieur, l'investissement du bâtiment est compris? Oui, les 3 millions à 4 millions représentent tout, la location du bâtiment, le paiement du personnel, la prise en charge des différentes factures et les imprévus qui peuvent surgir. Donc on tient compte de cela. Sinon, si on disposait de tout, de certaines choses à l'avance, on devrait dépenser autant. Ça. Oui, parce que si vous évaluez, comme nous avions dit tout à l'heure, 4 500 fois 500, vous ne seriez pas à 3 millions 54. C'est parce qu'il y avait plusieurs charges qu'il fallait également prendre en compte. C'est avec ça que nous avions évolué petit à petit. Sinon, le petit secret, c'est que dès le début, on savait déjà qu'avec 500 sujets, on devait pas entrer dans nos charges. Okay. Oui, on savait déjà ça. Okay. Mais toujours. Pour lancer, on lance une activité. Et justement, votre question était pertinente. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que sur le terrain, il fallait maîtriser certaines choses. Il fallait maîtriser tout ce qui tourne autour du projet. Or, nous avions compris que la maîtrise de ça ne vient que lorsqu'on s'est lancé. Oui. C'est quand vous vous lancez que vous touchez réellement les réalités du terrain. Alors peut-être aussi pour recadrer les spectateurs qui vont regarder la vidéo, il faut dire également que vous êtes diplômé. C'est-à-dire, quand vous parlez de maîtrise, c'est pas forcément pour dire que vous êtes un aventurier du domaine ou le plateau technique ou l'équipe qui vous accompagne dans le projet, c'est pas des aventuriers. Je pense qu'on peut dire que vous êtes diplômé. Oui, déjà, merci bien. Oui, quand je parle aussi de maîtriser, c'est pour se rassurer également que des connaissances que nous avions acquises à l'école, parce que je suis diplômé de l'une des plus grandes écoles du Cameroun, qui est la FASA. Oui, donc il fallait qu'on se rassure aussi que les connaissances théoriques que nous avions apprises à l'école, la FASA, c'est la crème, hein? C'est la crème. Que nous puissions facilement appliquer cela sur le terrain. Ajouter à ça maintenant, maîtriser aussi les contours de la réalité du terrain, qui est parfois un peu ambigu par rapport à la réalité qu'on nous apprend à l'école. Oui, donc voilà pourquoi nous sommes dit, nous sommes jeunes. Nous voulons nous lancer dans un projet qui n'est pas facile. Si on commence à 20 000, elle va nous coûter considérablement. Et en tant que jeune, investir cette somme de près de 8 millions d'un coup, et que le projet ne marche pas, vous pouvez imaginer le choc. Énorme. Ça peut créer un stress. À la limite, même vous amener à ne plus faire un projet. On a dit, allons où on peut tenir. On a dit, lançons 500. On savait qu'on ne devait pas entrer dans nos frais parce que déjà, on était sûr. Mais on s'est dit que ce qui ne va pas entrer, ce qu'on ne va pas gagner en retour, on va prendre ça comme ce que nous avions gagné pour apprendre tout ce qui va avec. C'est une forme de... C'est un risque mesuré et pour vous, c'est votre MBA. Voilà, c'est votre MBA pour comprendre le business. Et effectivement. Pour pouvoir drive et se projeter et pour pouvoir capter les projets. Et là, pour dire vrai, ça nous a aidé. Ça nous a permis de bien comprendre le projet. Surtout quand on était en phase de Covid. On était en phase de Covid. Donc si aujourd'hui, je vous dis que nous avions continué jusqu'à nous sommes quittés de 500 à 6 000 sujets, je crois que vous pouvez comprendre. Et nous ne sommes pas quittés de 500 directement à 6 000. Nous sommes allés de 500, de 1000, de 1500. La croissance était progressive. Voilà, elle était progressive. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes à 6 000 sujets. Et nous envisageons également lancer, après la bande ici, là, lancer également 6 500 sujets pour qu'elle soit complémentaire avec la bande la plus jeune, pour qu'on ait environ 10 000 sujets. Toujours cette année. En fait, c'est l'un de nos objectifs de cette année. Rester et avoir environ 10 000 sujets à la fin.
Oui. Moi, je vois déjà les gens qui vont dire en commentaire, mais pour quelle rentabilité? On a déjà compris que voilà, on est autour de 4 millions d'investissements. Ça, c'est au départ. On sait qu'on a eu perte. Mais au fur et à mesure qu'il y a eu croissance, concrètement, avec 1500 sujets, 2000 sujets, quelle est la rentabilité qu'une exploitation comme celle-ci peut rapporter en fait? Oui, merci bien. Déjà, il faut être honnête dans ce projet. Oui. Le projet est tel que lorsque vous allez le faire au départ, on va vous parler de la rentabilité. Ça, c'est dans des conditions normales. Exactement. Parce qu'il y a des plus grandes contraintes extérieures par rapport au projet qui sont parfois la fermeture des frontières, l'augmentation du coût de l'aliment et la baisse du produit principal qui est l'œuf de table. Ça, c'est un challenge. Ce qui fait que lorsque on parle de la rentabilité de manière vague, c'est pour vous dire si tout va bien. Voilà, c'est très théorique. Si tout se passe bien, oui. C'est qui est sûr qu'avec 1000 sujets, à la fin, vous ne pouvez pas manquer vos au moins 2 millions que vous allez mettre après des bénéfices après 2 ans. Avec 2000 sujets, ça va un peu plus parce que ce ne sont pas des chiffres qui s'additionnent. Oui. Ça veut dire que plus vous allez plus loin, moins vous avez certaines charges. Oui. Ça veut dire que si avec 1000, vous avez 2 millions de bénéfices, avec 2000, vous avez plutôt 5000. C'est 5 millions de bénéfices. Voilà. Parce que vous avez les mêmes charges, mais maintenant vous optimisez en fait. Voilà. Ce que vous avez pour pouvoir avoir plus de résultats. Effectivement. Ce qui veut dire que vous pouvez, c'est là où c'est pour ça que je disais au départ, il faut maîtriser votre projet. Oui. Il faut avoir confiance à votre projet. Parce que la confiance vient au niveau où vous pouvez lancer une banque. Vous ne gagnez absolument rien. Mais que vous saviez où est-ce que le problème vient. Vous êtes sûr qu'en relançant la deuxième banque, et que si ce problème est contrôlé, je vais forcément faire du bénéfice. C'est ce qui justifie notre ascension. Sinon, ne pensez pas qu'à chaque bande, déjà la première bande, nous n'avions pas, voilà. C'est pas pour dire que les autres bandes ont forcément eu de la réussite. Mais c'est qu'on a pris au projet. Il y a une bande qui donne, une bande qui ne donne pas, une bande qui donne. Mais nous avions compris que plus haut, c'est plus juteux. Oui. Plus vous allez plus loin, mieux vous gagnez. Ça veut dire que vous entrez facilement dans la concurrence du marché. Ça veut dire que la fluctuation ne vous affecte pas directement avec un impact considérable. Vous sentez cela, mais comme vous sortez aussi en grande quantité, vous avez une facilité à écouler. Et c'est là où vous faites aussi un très grand carnet d'adresses. Et quand vous avez déjà un nom dans votre produit, vous produisez de la qualité parce qu'il faut aussi mettre l'accent sur la qualité du produit que nous mettons sur le marché. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir de la bonne qualité? Bon, disons qu'avec les poules pondeuses, avec les poules pondeuses, déjà pour avoir la qualité en œuf, il faut déjà tenir compte de la santé de vos sujets. C'est ça. Et quand vous êtes sûr de la santé de vos sujets, il faut mettre à leur disposition la qualité de l'aliment. Parce que la couleur de nos œufs sont en fonction de la santé et de la qualité de l'aliment que nous avions de nos animaux. Les sujets peuvent être en très bonne santé, mais vous donnez un aliment de mauvaise qualité. Ça se ressent au niveau de vos œufs. Okay. Les sujets peuvent être malades, vous donnez l'aliment de bonne qualité et les œufs ne sont pas de très bonne qualité sur le plan visuel. Okay. Or, maintenant, nos produits sont des produits qui parfois sortent du pays. Ce sont des produits qui sont utilisés dans la plupart des boulangeries. Ce sont des produits qui sont exposés dans les supermarchés. Ce ne sont pas des trucs que les gens prennent pour faire des petites boulangeries du quartier. Ce qui fait que lorsque le client se rapproche vers votre produit, il regarde d'abord sur le plan visuel. Oui. Il voit la qualité, comment c'est, la texture de vos produits. Oui. Quand la texture est déjà bonne, on croit déjà qu'à partir de ce moment-là, lorsque vous mettez le prix, c'est vrai, ils vont vous dire c'est cher, mais en termes de qualité, il faut d'abord convaincre le client. C'est ça. C'est ça notre principal challenge et c'est ça d'abord notre force. Parce qu'au vu, avec la grâce d'avoir fait un peu de longues études dans le domaine, parce que nous sommes une équipe très qualifiée dans le domaine, avec la chance d'avoir fait ces études, c'est ce qui nous amène à mettre des produits de qualité. Voilà pourquoi nous avions toujours une grande demande par rapport à la production. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Alors là, concrètement, on se rend compte qu'il faut être méticuleux et ça demande une gestion de malade. Moi je n'ai aucune connaissance de l'agronomie, de l'élevage, de tout ça. Pour moi, c'est des paradigmes qui me sont complètement farfelus. Moi, tout ce que je sais, c'est mon domaine, en fait. La gestion, ça impose une maîtrise absolue de tous les domaines. Et là, ça me permet de fléchir sur la passerelle, sur une solution face au challenge que vous avez eu à connaître, n'est-ce pas, dans l'environnement, dans l'exercice, depuis 2020 déjà jusqu'à aujourd'hui. Vous avez pensé à mettre sur pied une solution logicielle. On en parle? Oui, c'est avec un grand plaisir, puisque ça fait partie d'une façon de régler certains grands problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Disons qu'au début du projet, comme nous parlons, quand nous parlons d'investissement, on parle toujours, la plupart des cas, on voit un rassemblement de personnes qui veulent mettre sur pied un projet. Ça ne dépend pas toujours d'une seule personne. C'est vrai qu'il y a les cas où c'est une personne,
Mais la plupart des projets, vous allez toujours voir 1 à 2 personnes derrière. Oui. Donc ce projet a été mis sur pied par plusieurs personnes, par quatre collaborateurs, Des jeunes. des très jeunes, des jeunes même. Oui. Donc on a eu la chance d'avoir 2 autres personnes hors du pays et 2 personnes au pays. Donc une fois que ce projet a commencé, comme tout grand projet, il faut de temps en temps faire des rapports. Exactement. Il faut faire des petits meetings qui permettent à ce que nous nous expliquons l'évolution du projet, si ça va bien, qu'est-ce qui fluctue, qu'est-ce qui ne va pas. Or, il y a aussi des informations qui ne sont malheureusement pas rapportées chaque jour. Oui. Il faut parfois le faire chaque fin de semaine. Il y a d'autres qu'il faut cumuler pour faire chaque fin du mois. On peut oublier certaines données. Là, c'est là où le problème en question revient. Donc, il nous arrivait des moments de faire des rapports de fin de mois et nous passons presque 2 jours à expliquer. Oui. C'est-à-dire que le partenaire ne comprend pas tel paramètre, il faut que tu expliques. Et si tu avais écrit une information et que tu n'as pas donné plus de détails devant, toi-même, lorsqu'on te réveille peut-être un 1er du mois de mars, on te dit, bon, il y a une dépense que tu as fait le 1er février, que je n'avais pas à bien comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer? La politique voudrait que tu expliques clairement aux partenaires de son plein droit de savoir. Or là, parfois tu oublies même de quoi il était question. C'est une dépense qui s'est bien faite. Ou bien c'est une information comme la collecte d'œufs, ou bien le suivi des animaux, un produit que tu as administré, mais que tu ne maîtrises plus bien. Parce que soit tu n'as pas bien écrit le nom, soit tu as omis d'écrire le nom, mais on sait que tu avais administré. Et ça arrive. Pas que dans. Non, c'est dans tous les domaines. En termes de production animale, c'est dans tous les domaines. Ce sont les choses qui se font au quotidien. C'est ça. Oui, c'est vrai que dans la plupart, on renseigne ça sur des bouts de papier. Dans un registre. Voilà, il y a des registres où on renseigne. Il y a toujours des failles. Il y a toujours des failles. On oublie quelque chose, on omet. Quand ce n'est pas géré en temps réel, en tout cas. Ça, c'est clair. Et même lorsque ces trucs sont renseignés dans les registres, si le partenaire n'est pas sur place ou les investisseurs ne sont pas, il faut de temps en temps filmer pour envoyer. Et lorsqu'on filme, on envoie. Il faut que ça peut être altéré. Voilà, et la qualité de nos caméras et tout ça peut être altéré. On peut garder le téléphone après ici et ça. Donc là, il est arrivé à nous de penser, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quels moyens est-ce que nous pouvions mettre sur pied pour créer une solution pour faciliter la réception des informations pour tous les partenaires en temps réel? Oui. Sans toutefois trop t'expliquer. Il suffit que j'ai une information, je renseigne l'information et chacun reçoit en même temps et bien détaillé. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là où nous nous sommes dit que mais pourquoi ne pas introduire l'intelligence artificielle dans notre projet? Nous avions aussi des informatiques avec toutes les technologies d'intelligence artificielle. Et effectivement, on s'est dit, mais on a en plus de ça, étant une équipe soudée, on a des partenaires qui peuvent le faire, qui peuvent monter une application qui facilite la gestion de notre ferme. Ah, on s'est dit que c'est possible. Pourquoi pas? Si des gens ont des applications qui gèrent des supermarchés, des banques et consorts, pourquoi pas nous? Exactement. C'est là où l'idée vient donc de mettre sur pied l'application Ferravi T3F. C'est là alors on s'est dit que quels sont les éléments qu'un éleveur aimerait voir. C'est-à-dire que si j'ouvre mon application, quelles sont les informations clés qui doivent ressortir d'entrée de jeu. C'est là alors qu'on a commencé à développer notre application depuis 2022. Oui, donc elle nous a pris 2 ans pour mettre l'application sur pied. C'est là où nous avons développé l'application et aujourd'hui elle est déjà en ligne. Elle fonctionne très bien. C'est vrai qu'au fur et à mesure, quand les gens continuent à utiliser, ça nous aide dans le sens où ils nous apportent des recommandations. Exactement, des suggestions pour améliorer le logiciel. Sinon, elle est déjà téléchargeable sur App Store et Play Store. On aura l'occasion de revenir sur l'application parce qu'elle a de la consistance. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un panel d'utilisateurs en Afrique, Côte d'Ivoire, Congo, beaucoup plus Cameroun certainement. Oui, pour le moment. Oui. Les efforts marketing ont beaucoup plus été faits. Et effectivement. Alors là, maintenant, on va essayer de faire le tour. Oui, bon, déjà, ici présenté le premier bâtiment de la ferme Ferravi T3F, qui a une capacité de 3000 sujets. Et donc, c'est un bâtiment qui est divisé en 2 salles. 1500 de ce côté et 1500 de l'autre côté. Ah, d'accord. Ok. Mais la fois dernière, on parlait des problèmes de l'accès. Parce que quand il y a les intempéries, quand il pleut ici, c'est compliqué d'aller faire des livraisons. Très compliqué même. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous avez une flotte de motos. Vous avez des motos qui vous permettent de livrer à vos différents clients. C'est bien cela. C'est justement cela. Et puis quand il pleut, c'est super compliqué de pouvoir satisfaire les clients. Je crois que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Oui, effectivement, ici, ce n'est vraiment pas évident. Déjà que les fermes doivent être très éloignées par rapport à la ville. J'avoue que c'est éloigné. Oui, et déjà quand on dit éloigné, on comprend par là que l'accès ne doit pas être facile. C'est ça. Oui, ce n'est pas évident d'avoir le goudron au village. Oui. Donc déjà, quand il pleut, c'est un très grand challenge. Oui.
Parce qu'il y a des clients comme des supermarchés qui malheureusement n'attendent pas trop. Ils sont très impatients quand ils passent leur commande. Ils ont des rayons à remplir. Ils ont des rayons à remplir. C'est un peu, ça devient un peu comme une livraison à tout prix. Oui. Parce que lorsqu'il vient chercher du pain, il doit bouger pour prendre des œufs. Des œufs, c'est ça. Pareil dans les différentes boutiques. Et le panier de la ménagère ne veut rien comprendre. Ne veut rien comprendre. Il faut être en mesure de pouvoir... Une fois que ce n'est pas disponible, le partenaire a envie de vous lâcher. Oui. Ce qui fait que lorsqu'il pleut déjà, ce n'est pas facile de faire entrer la voiture parce que là, ça devient d'abord très difficile en voiture. Oui. Heureusement, la possibilité nous a permis d'avoir quelques motos. Oui. C'est avec ça qu'on essaie de forcer pour faire des livraisons. Admettons quand même qu'il y a des moments où on se renverse avec. Parce que ça ne peut pas manquer parce que la route, elle est boueuse, elle est glissante. Oui. Mais on essaie de forcer avec. Donc nous, à notre niveau, quand il pleut, le challenge est tel que les voitures du village, malheureusement, n'arrivent pas vite à la fin parce que ce ne sont pas des pick-up 4x4. Oui. Oui, notre objectif premier, c'est une fois que nous allons remplir la ferme, comme je vous disais tantôt, oui. Après ça, on doit nous-mêmes s'en procurer une pick-up. Oui. Parce que la pick-up, c'est dans les perspectives. Oui. La pick-up est une voiture tout-terrain pour la plupart. Et avec ça, ça va nous faciliter de faire des livraisons. Puisque quand vous disposez de votre propre voiture, il vous est facile pour vous, même s'il pleut, de porter même 10 cartons seulement. Exactement. Et de forcer la route. Parce que là, vous êtes soumis à 4 cartons maximum par moto. Oui, 4 cartons maximum. Et quand vous voulez livrer dans d'autres villes, parce qu'il faut le dire, vous avez des clients dans d'autres villes. Oui, la plupart de nos clients sont même hors de la ville. Oui. Ça se passe comment? Les agences de voyage, tout à l'heure on a parlé, les agences de voyage n'acceptent pas porter ce genre de colis. Oui, disons qu'on a déjà des partenaires avec quelques agences de transport. Oui. Mais la plupart des agences n'acceptent pas porter ce colis parce que c'est un colis très sensible. Oui, c'est un colis qu'une fois qu'on a chargé, ça retrouve 24 heures pour être redéchargé. Oui. Pour que ça garde toujours sa compacité à l'intérieur. Oui. C'est lorsque ça part déjà vers le nord que là-bas chez eux, on peut dire qu'on ne mange pas les mêmes types d'œufs. Même si les produits à l'ouest, quand ça arrive là-bas, ce n'est pas la même chose. Oui. Elle devient déjà liquide, voilà. Déjà, à Yaoundé, Douala, ils ont encore besoin de la qualité. Oui. Ce qui fait que les agences, parfois, ne veulent pas porter les œufs dû à la qualité de nos routes aussi. Oui. Parce que une fois que ça arrive, on a tendance à se plaindre qu'il y a trop de cassettes dans les cartons. Oui. Si la voiture se gâte, le chauffeur, l'agence serait trop en train de réfléchir parce que on appelle des œufs des vivres frais. Parce que plus ça dure au sol, ça commence à se gâter. Et ça sent. Et ça commence à sentir. Donc les agences n'acceptent pas trop. Mais grâce à qu'on a quelques agences partenaires, oui. Que lorsque nos œufs arrivent, avec la façon dont nous avions commencé à travailler avec eux, oui, on a eu une fluidité dans nos gestions. Vous estimez les avaries à combien de pourcents généralement? Si vous avez une production de 1000 œufs, généralement les avaries qui sortent, c'est combien? C'est-à-dire les œufs cassés, en fait, les œufs qui se cassent, les œufs qui... Bon, les œufs qui se cassent rarement représentent 1%. Hein. Ah oui, oui. Du bon. Parce que nous faisons l'effort de maximiser au niveau du ramassage. Okay. Oui, parce que lorsque vous maximisez sur le ramassage, vous évitez que les poules ne s'habituent à la consommation d'œufs. Rassurez-vous qu'ils sont eux-mêmes, ils aiment bien ça. Hein. Okay. Lorsque l'œuf se casse, la poule consomme aussi bien le contenu jusqu'à la coquille. Ah! Elle ne laisse rien. Oui, elle ne laisse rien. Ce qui fait que lorsqu'elle s'habitue déjà aux œufs, c'est très grave. Okay. Là, les avaries commencent à grimper. Donc, au lieu parfois de manière usuelle, comme les gens le font dans d'autres fermes, à faire le ramassage de 3 fois par jour, nous faisons 4 fois. Okay. Oui, donc déjà, comme on disait, nous sommes arrivés au deuxième bâtiment. Oui. Le deuxième bâtiment a une capacité de 7000 sujets. Oui. C'est divisé en 4, de 1750 sujets à l'intérieur. Ça, c'est les aliments et c'est... Donc ici, là, c'est le copeau que nous avions stocké pour la nouvelle bande qui est en cours, qui est en train d'être chauffée de l'autre côté. Okay. Ici, bon, ici, c'est le matériel que nous avions déjà nettoyé, qui doit être mis à leur disposition. D'accord. Oui. Donc nous maximisons étant donné que, comme on disait dès le départ, là, on n'est plus à 4 millions là. Là on n'est plus à 4 millions. Là, on n'est plus à 4 millions de 2020. Parce que c'est costaud, c'est pas avec ça qu'on a acheté des motos et tout ça. Parce que je vois déjà les gars en commentaire, on n'est plus à 4 millions. Oui, là c'est clair. C'est clair que déjà avec 6000 sujets, nous retrouvons déjà dans près de 30 millions. Okay. Ça, il faut être honnête. Oh. C'est plus de 30 millions de dépenses. Pour arriver jusqu'au bout. Oui. Oui. Ça alors, mais c'est quand même, ce que je dis, c'est, on a tout à l'heure, on parlait en off des difficultés qu'il y a eu avant de donner vie à ce projet, parce que c'est pas un argent qui est gardé quelque part. Malheureusement, non. Quand on est porteur de projet, il faut pouvoir convaincre des investisseurs, pour pouvoir s'associer et donner l'âme à son projet. Et effectivement. C'est pas évident. Et après, il y a des challenges. Oui. C'est pas parce qu'on a lancé le projet forcément que voilà que tout est abouti. Et... c'est ça. Oui, à dire convaincre les investisseurs,
C'est aussi un challenge que nous avions mis sur pied. Ah, ça, c'est quelle routine? Viens, s'il te plaît, viens. Filme-moi en train de faire la routine. Là, moi, Oui, c'est quoi? La fesse, c'est quoi? déjà que nous avions mis le pied dans le bâtiment du haut, Oui. il est poli, indépendamment du fait qu'on a mis le pied, mais déjà il est poli de tremper ses pieds dans la pédulivre. La pédulivre? Oui, qui est un ensemble de produits désinfectants dans lequel on trempait les pieds pour désinfecter avant d'entrer dans le nouveau bâtiment. Ok. Oui, ceci permet de laisser les bactéries à l'intérieur. Ah, d'accord. Elle se renouvelle 3 fois par jour. Elle se renouvelle une fois en 3 jours. Une fois en 3 jours. Oui. Ah, c'est bon. C'est bon à savoir. Et c'est quand ça contient le javel, le crésil et un autre produit désinfectant. Un produit secret. Oui, un produit secret. Donc déjà, voici l'aliment de démarrage pour la nouvelle bande. Oui. C'est ça ici qu'on a fait hier. C'est ça qu'on a déposé ici. Donc quand on dit démarrage, c'est parce que le grammage est très petit par rapport à la finition, parce que là, c'est plus fin pour permettre aux jeunes poussins de consommer facilement. Ok. Oui. Donc lorsqu'on parlait tout à l'heure du challenge... Et là, c'est pour faire, c'est pour tous les 6 mois? Non, malheureusement non. C'est vrai que étant jeune, ceci peut faire environ 1 semaine et demie. Oui. Mais sinon, pour tous les 6 mois, ça consomme beaucoup d'aliments. Tout ça peut faire 1 semaine et demie seulement? Oui, oui. Pour combien de sujets? 3000 sujets. Ça alors? Oui, ça consomme énormément. Lorsqu'elles atteignent l'âge adulte, elles consomment 800 par jour. 800 de 50 kilos par jour. Oui, environ 400 kilos. Donc, vous pouvez comprendre. Oui, elle, en elle-même, comme pour arriver là-bas, elle consomme environ 70% de leur production. Donc, lorsque si elle vous fait 80% de pommes, il y a 60% que quand vous vendez, c'est pour elle-même. Ok. Puisque dans un projet d'élevage de pondeuses, l'alimentation représente 70% du coût de production. Oui, si on vous dit que vous avez 1 million à dépenser pour la production, ça veut dire qu'eux, ils mangent 700 000. Oui. Donc déjà que ça avait que vraiment le management, la présentation de notre projet et la façon de gérer qui a aussi aidé, qui nous ont aidé à appeler un partenaire officiel. Il faut que je prononce son nom officiellement. La Provenderie, la réussite. S'il veut garder l'anonymat. Non, je ne pense pas. Oui, c'est un partenaire vrai qui nous accompagne vraiment. Oui. Lorsqu'on parle en élevage, lorsqu'on parle de partenaire, il s'agit beaucoup plus de celui-là qui peut arrêter tes mains lorsque tu es un peu en déficit financier. Donc lui, il ne sait pas qu'il nous donne de l'argent. Mais comme depuis le début du projet, on est affilié chez lui et on contrôle déjà tous les paramètres. Généralement, quand les gens disent que quand on est affilié chez quelqu'un, ça veut dire qu'il peut nous faire le chantage. Malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Parce que la plupart des cas, quand nous arrivons chez lui, on prend des informations ailleurs. Donc, quand on vient, on peut lui dire que dans tel ingrédient, c'est à tel niveau. En fait, il fait le prix du partenaire. Oui. Ce qui fait que si nous sommes butés, il est libre de nous envoyer autant de quantité d'aliments qu'on a besoin avant de lui donner son argent après. Je crois que c'est parce qu'il nous fait mais après, confiance. Le capital confiance, ça se construit aussi. C'est parce Ça, que vous êtes sérieux, c'est parce que vous avez fait preuve de crédibilité et tout. Et effectivement. Ok, bienvenue à la poussinière. La poussinière. Oui, nous avons reçu les poussins il y a de cela 7 jours. Et là, on fait qu'on retire les babouches. Oui. Bon, c'est vrai que toi, tu fais enlever les bouts, tu peux écraser. Moi, je peux entrer avec. Pourquoi toi, tu peux entrer? Je maîtrise. Tu maîtrises? Ça? Tu peux être ici. Bon, c'est vrai que ça peut y avoir tout de suite. Même pieds nus, non? Même pieds nus, on peut entrer. Oui, alors, sans souci. Pas de souci. Oui, donc déjà, bienvenue à la poussinière. Oui, ce sont nos jeunes poussins. Il y a plus de 3000 sujets à l'intérieur qui sont arrivés. Ça fait exactement 7 jours aujourd'hui. Ok. Oui. Et le feu, là, c'est pourquoi? Oui, le moyen de chauffage que nous utilisons ici, là, c'est le chauffage à feu de bois. Parce qu'il y en a plusieurs. Ok. Oui, on peut chauffer avec des radiants. Oui. On peut chauffer avec des charbons. On peut chauffer avec du bois, des radiants électriques ou bien radiants à gaz. Oui. Ou bien avec du bois. Nous optons beaucoup plus pour le bois. Oui. Parce que la zone est très froide. Oui, c'est vrai. Oui, et comme on dit dans tout projet, il faut minimiser les coûts de production. C'est ça. Et nous nous sommes rendus compte qu'avec le feu de bois, on contrôle mieux la chaleur dans le bâtiment et on réduit grandement les coûts de production. Appareils pour ça? Oui, pour maîtriser la température. Oui. Oui, nous en disposons, je pense. Oh bon, le partenaire, c'est... Hein? Oui, nous disposons ça, c'est juste qu'on n'a pas encore installé. Bon, vous savez qu'avec la maîtrise, il y a parfois, vous-même, quand vous entrez comme ça, vous comprenez facilement la température de la salle. Exactement. Sinon, lorsque nous sommes en pleine formation d'un jeune, on installe cela pour que lui également, il essaye de contrôler. Exactement. Pourquoi le feu de bois? Parce que nous sommes rendus compte que lorsque vous utilisez les radiants, ou bien vous utilisez les radiants à gaz, ou bien les radiants électriques, oui, ce sont des choses qu'on règle automatiquement. Okay. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui perçoivent la température de la salle et ils désactivent certains paramètres. Sinon, ce qu'on trouve généralement chez les partenaires, on règle à une certaine température, on laisse.
La température reste constante indépendamment de la variation de l'atmosphère à l'extérieur. Oui. Elle est constante. Ça veut dire que s'il fait tellement soleil, la température ne baisse pas. Ça veut dire qu'à un moment, vous pouvez venir retrouver les animaux qui sont accumulés quelque part parce qu'ils cherchent un peu de lait. Oui. Or, le feu de bois, elle monte, elle descend. Okay. Elle monte, elle descend. Ça veut dire qu'elle chauffe beaucoup et elle temporise encore. Oui. Ça veut dire que vous vous donnez juste une fréquence d'entrée dans la salle pour mieux réguler, pour s'assurer que le feu s'allume et tout et tout. Sinon, nous, juste depuis le début, ça fait 4 ans aujourd'hui, elle ne nous a pas encore trompé. Ah, avec votre maîtrise, la température elle est bonne là? Oui, pour moi, elle est bonne. Combien de degrés? Donc, à l'heure, si elle va tourner autour de 28 degrés, si vous regardez le comportement des animaux à l'intérieur de la salle, quand vous regardez le comportement des animaux, elles sont le meilleur moyen de vérification de la température dans la salle. Okay. C'est sur les sujets qu'on regarde. Okay. Lorsque nous sommes entrés, elles sont un peu parties à l'angle là, oui. Parce qu'elles nous ont un peu fui. Mais devant vous, vous regardez, elles sont reparties de manière uniforme dans toute la salle. C'est parce qu'elles perçoivent la même température homogène qui les permet de se mouvoir. Okay. Sinon, elles devaient se regrouper dans un angle et fuir. Soit elles cherchent un peu de chaleur, soit elles fuient de la chaleur. Okay. Ou bien ça fait mieux chaud. Sinon, regardez en bas du chauffage, il n'y a presque rien, non? Il n'y a presque rien. Parce qu'il n'y a pas de problème. Or, quand il fait froid, elles sont tous en bas. Elles viennent s'agglutiner en bas du four pour chercher la chaleur. Ouais. Sinon, là, maintenant, il n'y a pas de problème. La chaleur, il faut vraiment repartir. Ok. Oui, déjà, vous pouvez voir le bâtiment de logement et également le site administratif. Ok, ça, c'est un autre bâtiment que les autres. Là, maintenant, c'est pour le personnel, c'est pour la gestion et tout ça. Effectivement. Okay. C'est vrai que nous en profitons aussi nous avons créé également un magasin de stockage à l'intérieur. C'est ça. Où nous stockons nos différents aliments. C'est également ici que, après le travail, on essaie de déposer ça tel le soir pour se reposer. Oui. D'accord. D'accord. Donc, voici notre lieu de stockage des œufs. Le stockage se fait en différents calibres. Nous avons les petits œufs ici. Nous avons les petits œufs communément appelés PO. Et ici au milieu, nous avons des moyens œufs, communément appelés MO. Et là, nous avons des gros œufs, communément appelés GO. Donc, si vous pouvez remarquer que la quantité n'est pas considérable étant au sol, parce qu'en réalité, ce sont des vivres frais. Une fois que c'est produit, on doit les commercialiser. Donc, voilà pourquoi, une fois que c'est déposé, ça ne doit vraiment pas faire plus d'une semaine au sol. Donc, dès qu'on a une commande, que ce soit 5 cartons, 10 cartons, 20, 30, on évacue très rapidement. Parce que c'est ça l'objectif principal. Pourquoi aussi cela? Parce que les prix des œufs fluctuent le jour. Donc, vous pouviez stocker les œufs comme ça en disant qu'on va attendre d'abord une semaine avant d'évacuer cela. Les prix de cela baissent même 2 ou 3 fois sur place. C'est vrai aussi qu'en restant avec, ça peut augmenter. Mais l'idéal, c'est une fois qu'il y a une commande, s'il y a une possibilité d'évacuer, on évacue très rapidement. Sauf quand il y a une commande considérable, peut-être de 40 cartons. Là, il faut stocker. Après, on conditionne et on expédie. Oui. D'accord. Et c'est là où on a créé tout le cadre pour que certains employés, certains... Et effectivement, c'est ici que nous logeons les employés et certains différents stagiaires qui viennent de plusieurs écoles pour leur formation académique. C'est ça. Oui, nous avions également une stagiaire qui vient de l'université de Tchang, de l'école d'agronomie de la phase AF niveau 4. Ça alors. Oui, nous avons également des étudiants d'Isago qui viennent depuis Yaoundé. Okay. C'est ici que nous les logeons. Nous essayons de ramener un cadre bien spacieux et bien net. Venez. Vous allez nous dire concrètement, Ferravi T3F, venez. C'est vrai qu'ils sont un peu timides, mais ça va aller. Ils peuvent pas être timides. Les ingénieurs, alors je pose ça comme ça. Voilà. Ferravi T3F, c'est une expérience comment? C'est bien, c'est... Non, Ferravi est bien. D'apprendre. Bien sûr. Bon, moi, c'est l'étudiante. Toi, tu fuis pour qu'on te voie, n'est-ce pas? Viens. N'aie pas peur de la qualité de ton habit, tu travaillais. Je viens de niveau 4. Je suis ici à Ferravi pour un stage de mois. Ingénieur. Et vraiment, on apprend beaucoup ici. On apprend beaucoup. Concrètement, tu peux mettre un poussin en chaleur, tu peux... Bien sûr. Ok, d'accord. Je crois que c'est une bonne chose. Surtout quand on... Vous savez, l'un des problèmes des entrepreneurs, moi je l'ai dit, le sucre que moi je vois avec Ferravi, c'est deux sucres. Le premier, c'est... J'ai pas de micro. J'étais en train de dire que moi, ce que moi j'apprécie beaucoup chez Ferravi et que beaucoup d'entrepreneurs, du moins débutants, devraient copier, premièrement, c'est la gestion des relations clients. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était sur la moto, en train de venir ici. Dès qu'un client a appelé, tu as directement garé sur le côté pour décrocher l'appel, pour savoir qu'est-ce qu'il voulait et comment est-ce que tu peux le satisfaire. Là, c'est une chose très importante. Le capital client, lorsqu'il est mis en avant, non mais
il n'y a pas moyen que le business échoue. Maintenant, après les employés, comme tout à l'heure on en parlait, le Canal+, tout ça, les conditions, même si après on ne peut pas être le Zingana, Ça, c'est on clair. ne peut pas être le Hilton de là, mais il faut mettre un minimum pour que le collaborateur se sente en sécurité, se sente épanoui dans l'exercice de son activité. Pour moi, c'est un très bon passage ici pour Firavi. Et je crois que lors de la prochaine interview, on aura l'occasion de parler beaucoup plus de l'application. Et voilà, parce que c'est aussi cette révolution technologique. Notre pays est en pleine transformation numérique et c'est quelque chose qui apporterait un gros plus. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, de la capacité à ce qu'on puisse placer une caméra au sein de votre ferme et qu'à partir de la caméra, vous vous contrôlez à distance. Mais pas que ça, qu'elle puisse vous donner des informations chiffrées notamment. Elle calcule de manière automatique une estimation du nombre de sujets qui puissent être là, une estimation aussi les sujets sont en santé, etc. Coup de chapeau pour cette expérience, coup de chapeau parce que nous sommes tous des jeunes et je pense qu'il y a beaucoup à donner. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous avez juste une seule chose à faire. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification et vous partagez massivement. Partagez massivement la vidéo, likez, écrivez en commentaire, abonnez-vous et téléchargez Firavi T3F. Partagez, téléchargez l'application Firavi T3F, likez la vidéo, partagez massivement la vidéo via l'application Firavi T3F. Téléchargez Firavi T3F. Pas de quoi, moi j'ai déjà téléchargé. Je pense que vous voulez Firavi. Firavi T3F pour les œufs de bonne qualité. Optimisez votre élevage en contrôlant tous les paramètres en téléchargeant l'application Firavi T3F. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de nous encourager, laissez des commentaires, partagez massivement la vidéo, les jeunes vous l'ont dit. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.